Je m'appelle Eric. J'ai 37 ans. Je dirige un réseau d'entreprises de logistique, concentré surtout dans une région. Je ne vais pas dire laquelle, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai bien réussi. Issu d'une famille aisée, certes, mais je n'ai pas dormi sur mes lauriers. J'ai développé l'empire. Je l'ai rendu solide, rentable, respecté. Mon père disait souvent, construis quelque chose qui tourne sans toi. Je l'ai fait. Quand mes parents sont morts dans un accident de voiture il y a 3 ans, cette leçon a pris une autre dimension. Je les ai enterrés, puis je me suis enterré dans le travail. J'avais de l'argent, la liberté, et plus aucun lien réel. J'aurais pu aller n'importe où. C'est comme ça que j'ai atterri en Provence il y a 2 ans. Juste un court séjour pour me ressaisir, vider ma tête, siroter un pastis un peu cher sur la plage et peut-être faire un parcours de golf. Au lieu de ça, j'ai rencontré Sophie. Sophie. 28 ans. Pas une ride, pas un défaut. Des yeux verts qui semblaient sortis d'une pub pour parfum. Des cheveux noirs épais jusqu'au bas du dos. Elle marchait comme si elle flottait. J'ai fréquenté des femmes avant des mannequins, des influenceuses, des héritières mais Sophie? Elle avait quelque chose de magnétique. Elle n'était pas juste belle. Elle le savait. Elle le portait comme une armure, comme si elle possédait chaque pièce où elle entrait. On s'est rencontrés dans un bar sur le toit à Nice. Elle était avec des amis, fêtant la promotion d'un collègue. J'étais seul avec un verre. Elle m'a bousculé par accident ou peut-être exprès, avec le recul et s'est excusée avec un sourire qui m'a frappé en plein ventre. On a commencé à discuter. 5 minutes sont devenues 1 heure. Elle m'a dit qu'elle travaillait dans la pub, qu'un client l'agaçait tellement qu'elle rêvait de claquer la porte, et qu'elle adorait la cuisine épicée et les chiens. Elle a dit que j'avais l'air d'avoir une histoire. C'était vrai. Je n'avais juste pas l'habitude qu'on veuille l'écouter. On a échangé nos numéros. 2 jours plus tard, on s'est vu pour dîner. Un resto chic, bougie, vue sur la mer. Je lui ai dit que je n'étais là que pour 1 semaine. Elle m'a demandé pourquoi je quitterais jamais la Provence. Bonne question, ai-je répondu. Meilleure question, et si je restais? Ça a été aussi rapide et intense. J'ai prolongé mon séjour. Puis je suis revenu 1 mois plus tard. Puis encore. 6 mois après, j'ai acheté une maison dans sa ville. Vendu mon appart d'avant. Ouvert une antenne locale de mon entreprise. Réorganisé les choses pour gérer les opérations depuis sa côte. Mes amis me prenaient pour un fou. Je m'en fichais. Je n'étais jamais tombé aussi fort pour quelqu'un. On s'est marié 1 an après notre rencontre. Cérémonie intime. Plus de famille de mon côté. Je n'ai pas invité d'amis. Elle n'a pas insisté. Avec le recul, j'aurais dû trouver ça bizarre, mais sur le moment, je me suis convaincu que je voulais séparer vie pro et vie perso. Je trouvais ça malin. En fait, ça lui a juste facilité la vie double. Je lui ai tout acheté. Diamants, sacs de marque, tout ce qu'elle laissait entendre. Je ne suis pas un sugar daddy ou je ne crois pas à ce schéma. Mais je croyais au fait de gâter la femme que j'aimais. Elle était fière de son apparence, voulait toujours être la mieux habillée, et j'avais les moyens de lui offrir ça. Ça la rendait heureuse. Du moins, je le croyais. Et je vais être honnête, j'étais heureux aussi. Au début, en tout cas. Elle a apporté une énergie dans ma vie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Elle me faisait me sentir vivant après tant de temps passé à faire mon deuil et à bosser. Puis, 6 mois après oui, tout a basculé. C'était un mardi après-midi. J'étais au bureau, à gérer un problème avec un fournisseur, quand Marc, un de mes agents de sécurité perso, a frappé à la porte. Marc bosse pour moi depuis des années. Un mec discret. Il parle que si c'est important. Il est entré, a fermé la porte, et est resté planté là, mal à l'aise 1 seconde. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il s'est raclé la gorge et a dit, « Monsieur, faut que je vous dise quelque chose. » J'ai hésité, mais je pense que vous avez le droit de savoir. Cette phrase seule m'a noué l'estomac. Puis il l'a lâché. Comme ça. Votre femme m'a fait des avances. Je l'ai regardé fixement. Pensais que j'avais mal entendu. Quoi? Elle m'a dragué, a-t-il dit sans ciller. C'était pas subtil. Pas une blague.
C'était voulu. J'ai ri. Vraiment ri. C'était absurde. Sophie? Ma femme? Draguer mon garde du corps? On aurait dit un torchon people ou un mauvais film. Mais Marc n'a pas bronché. Pas souri. Il est resté là, solide comme un roc. Elle m'a dit de rien dire, a-t-il ajouté. Que vous me croiriez jamais. Là, le rire s'est arrêté. Il m'a raconté que c'était la veille. J'étais à l'entrepôt avec un entrepreneur. Sophie était à la maison, censée bosser en remote. Marc était dehors, a vérifié le portail, et elle l'a invité à entrer pour un verre d'eau. Rien de bizarre au début. Mais ensuite elle a posé des questions perso. Puis elle s'est assise trop près. Puis elle a lâché un commentaire sur « Comme ça doit être dur, d'être toujours autour de la maison d'un mec marié ». Il a coupé court direct. S'est levé et est parti. A pensé à démissionner. Au lieu de ça, il est venu me voir. Je ne voulais pas le croire. Mais je faisais confiance à Marc. Je lui ai dit de se taire. De ne rien dire à personne. Parce qu'à ce moment-là, quelque chose en moi a fait tilt. Une voix que je n'avais pas entendue depuis longtemps, peut-être pas depuis la mort de mon père, m'a murmuré clairement. Ne l'affronte pas, surveille-la. Et c'est là que tout a commencé à changer. Il me fallait la vérité. Alors j'ai fait ce que la plupart des mecs avec du fric et des doutes finissent par faire quand leur instinct les lâche pas, j'ai engagé un détective privé. Pas un mec au rabais. J'ai appelé un pro d'une autre région. Discret, efficace, habitué aux clients haut de gamme. Payé en cash. Aucune trace. Aucun lien avec moi ou mon entreprise. Je lui ai filé tout ce qu'il fallait, son nom, sa voiture, son planning pro, même son abonnement à la salle de sport. Et ensuite j'ai attendu. Les 2 semaines suivantes ont été les plus longues de ma vie. Je jouais le jeu, gérer l'entreprise, assister aux réunions, garder la façade au gala caritatif, et sourire quand Sophie m'appelait « chérie » en public. Elle n'a rien changé. C'est ça qui m'a tué. Elle agissait comme si de rien n'était. Pas de culpabilité, pas de honte, même pas une hésitation. Exactement 14 jours après mon premier rendez-vous avec le détective, il m'a appelé « J'ai ce qu'il vous faut ». On s'est vu dans un coin reculé d'une brasserie. Il m'a tendu une épaisse enveloppe Kraft et une clé USB. J'ai réglé le solde en enveloppe et n'ai pas dit un mot avant de rentrer. Je me suis assis dans mon bureau, j'ai verrouillé la porte, et j'ai ouvert l'enveloppe. C'était pire que ce que j'imaginais. Le premier mec, appelons-le, costume gris, était plus âgé, la cinquantaine peut-être. Propre sur lui, habillé comme un banquier. Portait une montre que je reconnaissais comme valant plus que la plupart des voitures. Des photos de Sophie le retrouvant dans un café, le genre qui facture 12 € l'avocado toast. Elle se penchait vers lui à la table, sourire éclatant. Puis des photos d'elle le suivant dans un immeuble, un de ses résidences haut de gamme en centre-ville avec voiturier et piscine sur le toit. Elle y est restée plus de 4 heures. Ressortie en arrangeant ses cheveux. Le deuxième? L'opposé total. Plus jeune, début trentaine. Baraqué comme un rugbyman. Portait des débardeurs et shorts de basket, roulait en rien. Je dis bien rien, il marchait où elle venait le chercher. Il se voyait surtout dans des parcs publics. Une fois, il a apporté un sac de bouffe à emporter et ils se sont posés sous un arbre. Une autre, elle l'a conduit dans un motel en périphérie. Le détective a des photos d'eux entrant et sortant, elle jetant des regards autour comme un raton laveur dans une poubelle. La clé USB contenait des vidéos. Je n'en ai pas regardé la plupart. Pas besoin. Les horodatages et les expressions sur son visage disaient tout. Elle ne s'amusait pas juste. Elle avait des routines. Des lieux réguliers. Des habitudes familières. Comme si ce n'était pas nouveau. Comme si elle avait l'habitude. Je suis resté là à fixer l'enveloppe pendant ce qui m'a semblé des heures. Pas en colère au début ou juste vide. Je n'arrivais pas à croire que j'étais ce mec-là. Le mec qui payait tout et se faisait avoir comme un bleu. Quand on s'est marié, j'avais tout mis à mon nom ou à celui de l'entreprise. La maison, les comptes, même les factures. Sophie avait sa carte bleue pour les dépenses courantes. Son nom n'était sur rien d'important. Pas parce que je ne lui faisais pas confiance, je pensais la protéger si jamais ça tournait mal côté business. Maintenant, ce montage ressemblait à un coup de génie.
Tout ce qu'elle avait, c'était sa voiture et ce qu'il y avait sur son compte courant. Et peut-être un dressing rempli de sacs et chaussures que je lui avais achetés. J'ai refeuilleté les photos. L'une d'elles, prise de loin, elle en legging et sweat, bras autour de Monsieur Muscle au milieu d'un parc, riant comme une ado. Je venais de lui envoyer un SMS une heure avant pour savoir si je devais ramener à dîner. Elle m'avait répondu qu'elle se sentait, un peu patraque, et voulait juste une soupe. Une soupe. Elle me prenait pour un con. Et je vais l'admettre, je me sentais con. Je pensais que je lui achetais le bonheur. Que les cadeaux, la maison, la vie que je lui avais construite suffiraient. Je pensais être le jackpot stable, prospère, généreux. En fait, elle voulait l'adrénaline. Ça faisait le plus mal. Que rien de tout ça n'est compté. Alors j'ai pris une décision. J'ai joué le con. J'ai souri. Je n'ai rien dit. Parce que parfois, l'homme le plus silencieux de la pièce est celui qui sait exactement ce qu'il va faire ensuite. Elle pensait que j'étais aveugle. Parfait. Qu'elle le croit. Qu'elle croit qu'elle contrôlait encore tout. Qu'elle continue à me sourire dans la cuisine comme si elle n'avait pas passé la nuit précédente avec un autre. Je n'allais pas discuter. J'allais disparaître. Pas juste quitter le mariage. Non. Je voulais m'effacer complètement de son monde, comme si je n'y avais jamais existé. La première chose que j'ai faite, c'est appeler mon avocat d'affaires. Je lui ai dit que je voulais créer une nouvelle société écran, dans une autre région, et que ça urgeait. Je lui ai dit que je ne voulais aucun lien traçable, pas de connexion avec mes anciennes boîtes, pas d'adresse évidente, rien. Il n'a pas posé de questions. Il bosse avec moi depuis assez longtemps pour savoir que si je voulais parler, je le ferais. Il a bouclé ça en moins de 72 heures. Ensuite, j'ai cherché du terrain. J'ai regardé dans 3 régions différentes. Rien de clinquant, mais rien de délabré non plus. Des endroits calmes, bien desservis logistiquement, et assez loin de la vie de Sophie pour qu'aucun contact commun ne passe par hasard. Après 2 semaines de repérage, j'ai trouvé l'emplacement qui me plaisait le plus. J'ai acheté quelques hectares au nom de la nouvelle société. L'argent a été viré via un montage en cascade qui faisait passer ça pour un simple investissement immobilier. Sur le papier, ça n'avait rien à voir avec moi. Puis les entrepreneurs. Je ne voulais pas construire une maison de zéro. Je voulais ma maison celle où on vivait déjà. J'avais passé des mois à en dessiner chaque recoin, jusqu'aux poignées de placard et à la façon dont les lumières tamisaient dans le couloir. Je ne voulais pas recommencer. Alors j'ai engagé une équipe spécialisée dans les déplacements de bâtiments. Ils m'ont dit que ce serait cher et compliqué. J'ai répondu que je m'en fichais. On a établi un planning. La structure serait démontée par section, chargée sur des camions, et transportée région par région jusqu'à son nouveau lieu. Il me fallait des autorisations, des zones de stockage, des étapes. J'ai payé d'avance. Chaque étape avait un plan B. Chaque ouvrier a signé un NDA. J'ai engagé une sécurité pour superviser du début à la fin. Pendant que les bases étaient posées, j'ai fait des ajustements au boulot. Discret. J'ai commencé à transférer les actifs de l'antenne vers le nouveau site. J'ai loué un bureau temporaire via la société écran et commencé à monter une équipe satellite pour gérer la transition. Je faisais confiance à 5 personnes de mon cercle pour les détails. Les autres pensaient juste que je diversifiais. Sophie, bien sûr, n'a rien remarqué. Elle pensait que j'étais occupé, comme d'habitude. C'est ce qu'elle aimait dans notre vie où je lui laissais de l'espace, elle me laissait de la distance, et on avait chacun ce qu'on voulait. Du moins, c'est ce que je la laissais croire. J'ai commencé à passer plus de temps dehors sous prétexte d'expansion de marché. Une partie était vraie. J'expansais. Juste pas comme elle le pensait. À chaque fois que j'étais absent, j'étais dans la nouvelle ville à regarder le terrain être défriché, le béton couler, le réseau électrique branché. Je passais à la quincaillerie, déjeunais avec des fournisseurs locaux, me présentais sous un autre nom. Je ne voulais pas qu'elle ait l'impression que j'avais tout brûlé. Je voulais qu'elle sache que c'était déplacé, comme si elle avait été effacée du cadre. La maison serait la même, mais elle n'y serait plus. Pendant ce temps, à la maison, je gardais tout fluide. On dînait ensemble. On allait bruncher. Elle postait des photos de nous souriant au marché bio. Elle se blottissait contre moi comme si elle m'aimait. Peut-être qu'elle pensait que je gobais encore tout.
Peut-être qu'elle me prenait pour un de ces mecs riches qui ferment les yeux tant qu'ils ont ce qu'ils veulent. Elle n'avait aucune idée que le sol sous ses pieds était déjà à moitié parti. J'ai vidé la maison progressivement. Les objets qui avaient besoin de réparation disparaissaient en garde-meubles. Je remplaçais les vrais par des copies que je pouvais laisser. J'ai mis les photos de famille en boîte sous prétexte de tout numériser. J'ai transféré tous les documents importants sur un disque chiffré dans le coffre de mon bureau. La maison n'était que la première partie. Le plan était plus grand. J'ai commencé à vendre les biens liés à notre ancienne vie, un par un. Un entrepôt ici. Une location là. Tout passait discrètement dans la société écran, puis était liquidé ou converti selon ce qui était le plus malin. Je ne me contentais pas de quitter le mariage, j'effaçais toute trace de la vie qu'on avait eue ensemble. Fin du mois, l'équipe avait fini les préparatifs. La maison était prête à être déplacée. Mon assistante a finalisé les papiers pour la nouvelle antenne. Mon comptable a ouvert de nouveaux comptes liés à la société écran, prêt à gérer la paie depuis le nouveau site. Il ne restait plus que le timing. Et j'avais justement l'occasion parfaite en tête. Mais je n'y étais pas encore. Pas tout à fait. Il me fallait encore sourire un peu, lui tenir la main quelquefois, et faire semblant d'être l'homme qu'elle pensait avoir berné. Il me fallait disparaître d'une façon qu'elle ne verrait pas venir. Ça voulait dire lui donner un truc brillant à regarder pendant que tout le reste s'écroulait discrètement en coulisses. Sophie avait toujours rêvé d'une croisière. Elle en parlait souvent au air chaud, piscine à débordement, cocktail fruité, l'océan à perte de vue. Elle aimait l'idée du luxe sans effort. Pas de conduite, pas de planning, pas d'horaire. Juste flotter et se faire chouchouter. Alors je lui ai proposé qu'on prenne une pause, qu'on se retrouve, qu'on s'éloigne du bruit et du stress du quotidien. Je lui ai dit que les débuts me manquaient, et que je voulais raviver ça. Elle s'est illuminée comme une gamine. Là, j'ai su que le plan fonctionnait. J'ai réservé une croisière de 14 jours. Pas le bas de gamme. J'ai pris une suite avec vue, accès total au spa, et réservation pour tous les restos de spécialité à bord. Elle a poussé un cri quand je le lui ai annoncé. A filé direct dans son dressing pour sortir maillot et robe. Elle planifiait déjà les photos dans sa tête, sûrement en pensant aux likes qu'elle récolterait plus tard. Pendant qu'elle pouffait devant chapeau de paille et sandales, je finalisais les papiers avec mon avocat. Il avait déjà déposé la demande de divorce en douce. Mon assistante gérait toutes les opérations en arrière-plan pendant mon absence. Elle savait quoi faire. Elle avait le calendrier, les checklists, le planning de déménagement. Tous les appels vers la ligne principale du bureau seraient redirigés vers elle. Mon garde du corps de confiance Marc restait sur place pour superviser les équipes de déménagement et les entrepreneurs. Le timing devait être parfait. La maison devait être entièrement enlevée, le terrain nettoyé, et un panneau de vente planté pendant qu'on était en mer. Sophie a fait sa valise comme si c'était le moment fort de l'année. Je l'ai regardé compter ses chaussures, noter un rendez-vous chez le coiffeur, réservé pour les ongles. Je gardais le visage neutre et la voix douce. Je lui ai dit que j'avais hâte de la voir sur le pont avec le soleil derrière elle. Elle a rayonné. J'ai hoché la tête. Pendant ce temps, j'imaginais le terrain vide qui l'attendrait au retour. Le matin du départ, elle portait un chapeau à large bord et des lunettes oversized comme une star. Elle traînait sa valise avec un petit bond dans la démarche. J'ai pris mon sac de voyage et le bagage à main. Je lui ai dit que ce voyage était pour nous. Pour revenir à nos débuts. Elle a hoché la tête et dit qu'elle se sentait vraiment bien. Elle a pris une photo de nos valises avec la légende « Recharge avec mon homme ». Elle n'a tagué personne. La plupart de ses abonnés ne savaient même pas à quoi je ressemblais. On a embarqué. Le bateau a quitté le port, et à chaque mille qui nous éloignait de la côte, je me sentais plus ancré. Plus maître du jeu. Ce n'était pas juste des vacances. C'était une réinitialisation. Une rupture nette, mise en scène à la perfection. À bord, j'ai joué mon rôle. On dînait ensemble. On allait au spectacle. Je la laissais me traîner au cours de yoga et dégustation de vin. Je souriais sur tous les selfies qu'elle prenait. Elle en a posté un de nous sur le balcon au coucher du soleil avec la légende « Guérison, enfin ». Ironique. Elle passait des heures au spa. Un soin corps complet, un truc facial à base d'algues, un massage aux pierres chaudes. Je hochais la tête quand elle me racontait tout ça devant le room service.
Je la laissais croire qu'on se réparait. Que le voyage fonctionnait. J'ai même acheté un collier à la bijouterie du bord. Elle n'avait aucune idée que la maison qu'elle avait quittée n'existait plus. Aucune idée que son nom allait bientôt être légalement détaché du mien. Aucune idée que chaque actif qu'elle pensait être, à nous, n'avait jamais été qu'à moi. Sa tête était dans les nuages. Flottant sur la brise marine et les bulles de champagne. Exactement où je la voulais. Vers la fin du voyage, elle s'est tue un moment. A dit que c'était agréable de m'avoir, de retour, peu importe ce que ça voulait dire. Elle a dit que cette croisière lui avait rappelé pourquoi elle était tombée amoureuse de moi. J'ai hoché la tête encore. Je lui ai dit que je ressentais la même chose. Mais non. Je ne m'étais jamais senti aussi seul avec elle qu'à cet instant. Et je n'avais jamais été aussi prêt à en finir. La veille du retour au port, elle était agitée. Elle disait qu'elle ne voulait pas que le voyage se termine. Elle parlait déjà de planifier le suivant. Peut-être la Grèce. Peut-être l'Amérique du Sud. Faut pas attendre trop longtemps cette fois, a-t-elle dit, déjà en train de penser à la prochaine évasion. Le matin du retour, le bateau est arrivé à quai juste après le lever du soleil. Le ciel était orange pâle, tout semblait doux et calme, comme si le monde n'était pas encore réveillé. Les passagers traînaient sur le pont avec des cafés à la main, tirant leurs valises derrière eux. Tout le monde était fatigué, bronzé, détendu. Sophie débordait d'énergie. Elle pensait déjà à ses tenues de la semaine, se demandait si le courrier s'était accumulé, parlait de combien son lit lui avait manqué. Je lui ai dit que je devais vérifier un truc, près du terminal. Que ça prendrait 1 minute. Elle a haussé un sourcil mais n'a pas insisté. Elle scrollait ses photos sur son téléphone, sûrement à la recherche de la parfaite pour poster avec une légende sur les « nouveaux départs ». Je suis descendu du bateau avec elle, j'ai marché un bout du quai, puis je lui ai dit que je revenais tout de suite. Et je ne suis pas revenu. J'ai tourné au coin, je suis monté dans le taxi qui m'attendait, et j'ai fermé la porte. Le chauffeur n'a rien demandé. Je lui ai donné l'adresse d'une rue calme à quelques pâtés de maison, où mon assistante était garée dans un SUV gris métallisé aux vitres teintées avec tout ce dont j'avais besoin sur la banquette arrière. Je suis monté, j'ai jeté un dernier regard dans le rétro, et je n'ai rien dit. En partant, j'ai demandé au détective de la suivre. Il m'a ensuite tenu au courant de ses faits et gestes. Elle a attendu. 5 minutes. 1 heure. Peut-être qu'elle a envoyé des SMS. Peut-être qu'elle a appelé. Mais à ce moment-là, le numéro était mort. L'homme qu'elle avait épousé avait disparu. En quittant la ville, une étrange sérénité m'a envahi. Pas du bonheur, pas vraiment du soulagement, juste du calme. Le genre de calme qui vient après des mois de tempête. Tout m'avait mené à cet instant. Chaque mensonge qu'elle avait dit. Chaque cadeau que je lui avais offert. Chaque nuit silencieuse où je me demandais si je perdais la tête. Non. Je trouvais ma sortie. Ce qu'elle ignorait, c'est que sa version de la réalité n'existait plus. Après avoir attendu environ 1 heure et appelé frénétiquement mon numéro, elle a fini par prendre un taxi et rentrer. L'adresse qu'elle connaissait par cœur. La maison qu'elle adorait montrer en photo, a parlé à ses collègues des plans de travail en pierre de Provence et du dressing sur mesure. Ce lieu n'existait plus au pas comme elle s'en souvenait. À la place, un carré de terre. Aplani et propre. Juste de la terre, avec un léger rectangle là où les fondations avaient été. Pas un bout de notre ancienne vie. Pas de voiture dans l'allée. Pas de salon de jardin. Pas de carillon au vent. Pas de boîte aux lettres. Juste un panneau blanc planté dans le sol qui disait « À vendre par le propriétaire ». Et le numéro de téléphone en dessous. Elle est restée plantée là, valise à la main, regardant autour comme si c'était une erreur. Comme si le chauffeur s'était trompé de rue. Comme s'il y avait peut-être un nouveau lotissement à côté et qu'elle était sur le mauvais terrain. Elle a appelé le numéro sur le panneau. Ça a sonné 2 fois. Puis un homme a décroché. « Bonjour », a-t-il dit. Cabinet d'avocat. Sophie s'est figée. Elle a demandé à me parler. Eric n'est pas disponible, a-t-il répondu. Mais si vous voulez passer au cabinet, je serai ravi de vous recevoir. Elle s'est pointée quelques heures plus tard. Même tenue du voyage, traînant ses valises. Les yeux gonflés. Peut-être à cause du soleil. Peut-être pas.
Mon avocat l'a accueilli dans le hall. C'est un type bien. Poli. Précis. Pas de blabla. Il l'a emmené dans une salle privée, l'a fait asseoir, et lui a tendu une épaisse enveloppe. Dedans, les papiers du divorce. Signés, tamponnés, avec une date d'audience déjà fixée. Mon avocat m'a dit qu'elle n'a même pas ouvert l'enveloppe tout de suite. Elle a demandé où j'étais. Encore. Exigé, en fait. Dit qu'elle devait me parler. Que ce n'était pas drôle. Il lui a répondu clairement, « Eric ne veut pas que vous le retrouviez. » Elle l'a regardé comme s'il parlait une langue étrangère. Il a expliqué que tout ce qu'il lui fallait était dans l'enveloppe. Elle a continué à poser des questions, de plus en plus fort, à repousser comme si elle pouvait inverser la situation en disant la bonne chose. Mais il n'y avait plus rien à dire. Elle est sortie du cabinet dans le brouillard, l'enveloppe serrée sous le bras comme si elle pesait 100 kilos. D'après mon avocat, elle est restée plus d'1 heure dans sa voiture devant le bâtiment avant de partir. Aucune idée d'où elle est allée. Peu importe. Sur le terrain où se trouvait notre maison, il ne restait que ce panneau blanc, qui battait légèrement dans le vent. Je ne voulais pas laisser une seule trace de moi. Pas une chaussette dans un tiroir. Pas une brosse à dents. Pas un livre corné. Tout avait été emballé et déplacé, ou vendu et donné. Tous les meubles, la vaisselle, l'électroménager, les tapis, même les tableaux au mur partis. Et le meilleur? Elle ne l'avait pas vu venir. Sophie n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. Elle pensait que j'étais mou. Que je continuerais à donner. Que je me tairais. Que je n'oserais pas partir parce que j'avais trop investi, trop vite. Elle avait tort. Chaque sourire que je lui avais adressé ces dernières semaines était répété. Chaque dîner où j'avais écouté, chaque hochement de tête à ses histoires, chaque moment où j'avais joué le mari attentionné où tout était du théâtre. Pendant qu'elle jouait avec d'autres hommes, moi je jouais aux échecs. Maintenant l'échiquier était vide. Elle se tenait devant un carré de terre, accrochée à un nom qui ne voulait plus rien dire. Tout ce qu'elle avait, c'était des souvenirs et le silence qui vient quand quelqu'un vous efface proprement. C'est ce que je voulais. Pas de cris, pas de tribunal interminable, pas de partage à 50-50e. Juste parti. Après que Sophie a quitté le cabinet de mon avocat avec l'enveloppe plaquée contre sa poitrine, les conséquences ont commencé. Je n'avais pas besoin d'être là pour voir. J'étais déjà loin. Mais le détective a continué un peu, juste assez pour suivre l'effondrement à distance. Il m'envoyait des mises à jour, courmets et messages qui ressemblaient plus à des rapports qu'à l'histoire d'une vie qui s'écroule. D'après lui, Sophie a tout essayé. Elle a commencé par mes anciens numéros au pro, perso, même la ligne de l'antenne que j'avais fermée. Rien ne passait. J'avais tout changé. Mon téléphone était neuf, mon numéro intraçable. Elle butait sur un mur à chaque fois. Ensuite elle a roulé. Elle s'est pointée à l'ancien bureau. L'enseigne avait été enlevée, le bâtiment déjà vidé pour le prochain locataire. Elle a frappé aux vitres, posé des questions, n'a eu que des haussements d'épaules des agents d'entretien. Elle a essayé d'aller chez quelques personnes qu'elle pensait proches de moi ou des noms qu'elle avait surpris, peut-être entendus au fil des ans. Le détective l'a suivie dans 2 quartiers différents, où elle est restée presque 1 heure dans sa voiture à chaque fois. Personne n'est sorti. Personne n'a répondu. Elle a même roulé jusqu'à l'ancienne propriété de mes parents, sans savoir que je l'avais vendue presque 1 an après leur décès. Les nouveaux proprios ne savaient même pas qui j'étais. Ça, je pense, a été le coup le plus dur. Elle n'avait vraiment aucun moyen de me retrouver. Elle avait construit sa vie dans mon ombre et réalisé, trop tard, qu'elle ne connaissait pas l'homme qu'elle avait épousé. Le jour du tribunal est arrivé vite. Elle s'est pointée avec ses parents. Sa mère avait l'air crispée et épuisée. Son père, visage de pierre, raide dans un blazer qui n'avait probablement pas servi depuis des années. Sophie? En mode représentation totale. Cheveux bouclés, maquillage parfait, habillée pour dire « cœur brisé mais digne ». Elle serrait un dossier contre elle comme si elle allait faire un discours émouvant. Elle avait amené des amis aussi. 3, toutes sapées comme pour une émission télé. L'une portait des lunettes de soleil énormes à l'intérieur. Une autre chuchotait et hochait la tête comme une cheerleader. Moi, bien sûr, je n'étais pas là. Mon avocat me représentait. Il est entré, calme, avec un dossier si épais qu'on aurait dit un roman.
Il a salué le juge poliment, hoché la tête à l'avocat de Sophie, et s'est assis comme s'il avait fait ça 100 fois, ce qui était le cas. Quand l'audience a commencé, Sophie n'a pas retenu ses coups. D'après les notes de mon avocat, elle a pleuré. Fort. A dit au juge que j'avais disparu, l'avait laissé sans rien, prise par surprise. Elle s'est dite, abandonnée et manipulée psychologiquement. Elle a employé des mots comme « gaslighting », prétendu qu'elle avait été isolée de ma vie exprès. Elle m'a peint en homme froid qu'il avait épousé juste pour la punir. Elle a même dit que j'avais probablement été infidèle tout du long et que ma disparition soudaine était la preuve de quelque chose de plus sombre. Ses amis hochaient la tête, mouchoir à la main. Sa mère lui frottait le dos. Son père restait muet. Mon avocat a écouté. Patiente. Silencieux. L'a laissé parler. Puis il a ouvert le dossier. Le juge a passé en revue chaque photo, horodatée et étiquetée. Hall d'hôtel. Parking. Restaurant. Entrée d'immeuble. Capture d'écran de ses stories publiques sur les réseaux les jours où elle prétendait être malade à la maison. Les reçus, le rapport du détective, les cartes. Tout est allé comme un puzzle déjà résolu. Il n'y avait plus grand-chose à dire après ça. Son camp s'est tu. Une de ses amies aux les grosses lunettes a baissé la tête. Une autre a commencé à scroller son téléphone comme si elle avait soudain un rendez-vous ailleurs. Sa mère s'est levée et est sortie sans un mot. Son père n'a pas bougé. Regardait juste ses mains. Comme s'il n'était pas surpris. Juste déçu. La voix de Sophie s'est brisée. Elle a essayé d'interrompre. A dit que les photos étaient trompeuses, que ce n'était pas ce que ça paraissait. Son avocat a tenté de rattraper, mais le mal était fait. Le juge a regardé le dossier, hoché lentement la tête, et signé les papiers. C'était fini. Sophie est restée dans la salle. Assise sur le banc comme si elle n'y croyait pas. Comme si elle attendait une fin alternative. Que quelqu'un entre et dise, ce n'est pas réel. Tu contrôles encore tout. Mais personne ne l'a fait. Elle est partie avec rien. Tout ce qu'on possédait était à mon nom ou à celui de l'entreprise. La maison était partie. Les comptes fermés. Les cartes annulées. Elle avait ce qu'il y avait sur son compte perso, quelques tenues, et les souvenirs qu'elle ne voulait probablement plus. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Elle a essayé d'appeler mon avocat une fois encore. Il n'a pas répondu. Pas d'appel. Pas de lettre. Pas de confession de dernière minute. Juste le silence. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti la paix. Ça fait presque 1 an que j'ai tout laissé derrière. Je vis dans une autre région maintenant. Nouvelle ville, nouvelle plaque, nouvelle vue le matin. Mais la maison est la même littéralement. Même plan, même meuble, même agencement. C'est comme reprendre mon ancienne vie sans le poison. Et ça change tout. Je dirige mon entreprise d'ici. Équipe plus restreinte, opération plus serrée, plus efficace. J'ai choisi à la main les gens en qui j'ai confiance, et on fait mieux que jamais. Les distractions ont disparu. Je me lève tôt, bois mon café sur la terrasse arrière dans le calme, et bosse quand je veux. Je ne fuis plus où j'ai déjà distancé ce qu'il fallait laisser. Je garde mon cercle restreint. Les gens autour de moi ne posent pas de questions dont ils n'ont pas besoin des réponses. Ils savent que je valorise la loyauté et la tranquillité. On parle boulot, on rit, on fait des barbecues le week-end. C'est honnête, simple. Personne ici ne connaît Sophie, et c'est exactement ce que je veux. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle était retournée chez ses parents. A quitté son boulot. Pas de nouvelle voiture. Plus rien de public sur les réseaux. Je ne sais pas si elle est avec un de ces types ou quelqu'un d'autre, et je m'en fiche complètement. Quelle que soit la version d'elle-même qu'elle doit affronter chaque matin, ce n'est plus mon problème. Elle ne me trouvera jamais. Elle n'a ni carte ni piste. J'ai effacé toutes les empreintes. Si jamais elle tombait par miracle sur l'homme que je suis aujourd'hui, elle ne le reconnaîtrait pas. Je ne suis plus en colère. Je ne suis même plus blessé. Je suis juste parti. Un fantôme ne retourne pas dans la maison où il a été hanté. Et je suis exactement là où je dois être. Partagez votre avis dans les commentaires, qu'en pensez-vous? Le héros est-il allé trop loin dans sa punition? N'aurait-il pas mieux valu qu'il se contente de chasser sa femme et de rester où il était?
Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.